Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous vous connectez lentement à la rencontre ce midi. On va vous laisser un petit 30 secondes, puis ensuite on va commencer la présentation. Bon, on a déjà une trentaine de personnes qui se sont joints à nous. Donc, bonjour tout le monde. Sophie Ferguson, deuxième vice-présidente de votre syndicat, le SPGQ. Je vous souhaite la bienvenue ce midi pour cette conférence dans le cadre de la semaine de prévention du suicide. Depuis quelques années, le SPGQ s'associe avec l'Association québécoise pour la prévention du suicide pour présenter une conférence dans le cadre de la semaine de prévention et de discuter de ce sujet sensible ensemble pour vous aider à vous outiller en prévention du suicide. Cette campagne, elle met de l'avant l'importance de la prévention et ça encourage aussi les gens à oser parler du suicide malgré les craintes ou les conforts que ça peut susciter, puisque agir, ça peut faire toute la différence. Cette 36e édition, elle est sous le thème de tendre la main, soutenir l'espoir. En osant aborder le sujet, on l'a dit, vous pouvez contribuer à créer un filet de sécurité pour vous et pour vos proches. Aujourd'hui, avec nous, pour la personne conférencière, nous avons Mme Mélissa Pellerin, qui est chargée de projet et d'animation à l'Association québécoise de prévention du suicide. Donc, je vous passe la parole, Mme Pellerin. À vous. Voyons. Merci beaucoup. Donc, moi, je vais prendre juste le temps d'aller partager maintenant mon écran à moi. Comme ça, je vais pouvoir vous voir aussi un petit peu. Je... Parfait. Comme ça, je suis prête. S'il y en a certains parmi vous, je sais que, tu sais, des fois, quand on est dans un groupe puis quand on est sur notre heure de dîner, on aime moins ça, ouvrir la caméra. Mais si pour certains, c'est possible, ça m'aide, moi, à parler à des gens puis à recevoir une certaine réciprocité là, dans ma conférence. Fait que merci d'avance pour ceux qui peuvent le faire. Sinon, je comprends très bien que c'est plus difficile dans cette heure-là. Fait que voilà, merci d'être là aussi. Comme vous l'a dit là, à Madame Ferguson tout à l'heure, on présente aujourd'hui une conférence sur la prévention du suicide sous le thème de notre semaine de prévention du suicide qui bat son plein en ce moment, tendre la main, soutenir l'espoir. Fait que aujourd'hui, ben, je tombe déjà dans le vif de mon sujet. Je vais me présenter avant de faire un peu ce que je vous présente là. Ça, c'est ce qu'on va faire, ce dont on va parler aujourd'hui. Je prends le temps de quand même me présenter. Je suis chargée de projet et d'animation auprès du département de formation. Moi, d'expérience, dans le fond, avant de travailler à la QPS, j'ai été en intervention et j'ai travaillé en prévention du suicide. Parce que je travaillais dans le domaine de la dépendance. Je travaillais dans un centre de thérapie. Fait que j'ai malheureusement eu des crises suicidaires, puis j'ai fait de l'intervention en prévention aussi. Fait que c'est l'expérience que j'en ai. Puis je vous le dis parce qu'aussi, des fois, vous allez le voir à travers les exemples que je donne dans ma présentation. Il y a des choses qui sont teintées un peu de cette expérience-là. Aussi, tu sais, pour plusieurs d'entre vous, vous êtes des professionnels au gouvernement. C'est un peu différent, mais j'ai eu quand même une expérience professionnelle de 15 ans dans le milieu de la finance. Pour moi, l'intervention a été une réorientation de carrière. Fait que quand même, vos milieux de travail, tu sais, travailler à la maison, j'ai vécu ça. Travailler dans des équipes de travail, j'ai vécu ça aussi. Fait que je peux partager à certains moments des expériences là, avec vous, des choses qui, j'espère, vont faire du sens. Donc, le plan de présentation. Aujourd'hui, on va se parler de comment prévenir le suicide. On va commencer par mieux le comprendre, ce phénomène-là. Mieux le comprendre, ben, ça veut dire savoir un peu ce qui se passe dans la tête d'une personne qui pense au suicide. Comprendre aussi comment nous, comme proches, ça peut un peu nous challenger par moment, là, tu sais, d'essayer d'apporter de l'aide à ces personnes-là. Fait que je prends le temps de vous expliquer ça. Après ça, bien, on va se parler de repérer. Tout à l'heure, on va faire différentes étapes sur c'est quoi les signes, c'est quoi les moments critiques, c'est quoi les clientèles qui sont plus à risque aussi. Puis quand est-ce qu'on doit finalement allumer des lumières pour dire, hey, ça se peut-tu que cette personne-là pense au suicide en ce moment, puis comment je peux l'aider. Après ça, on va voir comment aborder la question du suicide, parce que l'aider, c'est aller vers la personne. C'est quoi les bonnes pratiques autour de ça. Puis, référer la personne
vers des ressources d'aide. Parce qu'aujourd'hui, je vous l'annonce, vous ne deviendrez pas des intervenants. C'est pas ça l'objectif de notre rencontre. L'objectif de notre rencontre, c'est de vous rendre plus à l'aise avec ce sujet-là. Que ce soit pour vous demander de l'aide si éventuellement vous allez moins bien, que ce soit pour apporter de l'aide à quelqu'un autour de vous, mais le faire sans que ce soit un fardeau pour vous. OK? En vous protégeant aussi. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Finalement, ben, j'ai plusieurs outils que je vous parle sur comment prendre soin de vous à travers tout ça, OK? Que ce soit si vous allez moins bien, que ce soit parce que vous prenez soin de quelqu'un qui vit des difficultés puis de la détresse, comment qu'on peut prendre soin de nous. Puis ça, j'ai apporté des outils concrets aujourd'hui pour pouvoir vous aider à travers ce cheminement-là. Fait que les questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Ils seront pas vus au fur et à mesure. On a une période de questions là, de quelques minutes à la fin de notre rencontre où je vais pouvoir répondre là, à certaines questions. Donc, je continue. On commence par le premier sujet qui est comment mieux comprendre le phénomène suicide. À la base, je vais pas vous donner plein de statistiques aujourd'hui parce que le but, c'est pas ça. T'sais, on sait que c'est un phénomène important. Euh, Par contre, je vous le donne quand même pour savoir que ça prend malheureusement encore beaucoup de place autour de nous. Euh, En 2023, on parle de 1043 décès par suicide. C'est la donnée la plus récente qu'on a. Ça donne une moyenne d'à peu près 3 suicides par jour. C'est beaucoup. Puis, dans notre perspective, ces décès-là sont des décès évitables. Si on met en place des ressources autour d'eux, si les gens sont moins complexes, sont moins gênés, ont moins de tabou à demander de l'aide, on pense que ça peut faire une différence. Fait que c'est un peu ça la mission de l'Association québécoise de prévention du suicide, c'est de dire que chaque décès est un décès de trop. Fait que, c'est 1043, c'est beaucoup, mais il y en aurait 500, ça serait trop encore, tu sais. C'est de se rappeler de ça. Se rappeler que ça touche malheureusement une personne sur 4 à peu près au Québec parce que il y a des décès, mais il y a les gens qui les entourent, il y a les gens qui font des tentatives de suicide, il y a les gens qui sont de près ou de loin endeuillés finalement suite à ces décès-là. Fait que ça, c'est important aussi de penser que toutes ces personnes-là, ben, méritent qu'on en parle puis qu'on se donne les moyens d'éviter ces décès-là. Je vous présente une première chose. En fait, vous allez voir, cette première partie-là est un peu théorique, mais ça dure 2 diapos. Puis après ça, on va être plus concret, puis on va se donner des exemples. OK? La première chose qui est importante de comprendre pour comprendre que la demande d'aide, des fois, est très, très difficile pour ces personnes-là qui vivent de la détresse, c'est ce que vous voyez à l'écran. OK? Ce que vous voyez à l'écran, c'est des visions qui sont déformées. On appelle ça des distorsions cognitives. Ben, c'est dire, ben, on a une vision quand on vit de la détresse qui est déformée par rapport à la réalité. Un peu comme l'effet de l'alcool déforme la réalité, là. Ben, la détresse, ça déforme aussi la réalité, mais le lendemain, ça ne va pas, là. Tu sais, si on continue à être dans la détresse, ça reste. Fait qu'on peut penser dans ce temps-là, si on vit cette détresse-là, que on vaut pas la peine pour les autres, qu'on les dérange, qu'on prend de leur temps puis de leur énergie, ça vaut pas la peine qu'on demande de l'aide, ils pourront pas nous aider. On peut penser qu'on vaut pas grand-chose. On peut penser que on est juste bon à rien faire. On peut aussi penser que l'avenir vaut pas la peine d'être vécu, que même si ça continue, ben ça va tout le temps être pareil, qu'il n'y a plus de façon de s'en sortir. Ça, c'est nos 3 visions par rapport aux autres, par rapport à soi, puis par rapport à l'avenir. Quand on vit dans ces pensées-là, quand on est dans notre tête en train de se dire ça, c'est extrêmement difficile de demander de l'aide. Puis c'est pour ça qu'on vous explique ça. C'est pour vous dire, ben, on pense des fois que c'est juste la personne qui vit la détresse qui peut demander de l'aide, mais non, parce que quand on vit ça, on a besoin d'aide, puis en demander, c'est difficile. Donc, allez vers les personnes qui souffrent, qui ont l'air à vivre de la détresse, qui ont des signes, des moments critiques, ça vaut la peine. Fait que, première théorie, OK? Après ça, j'essaie de vous rendre ça plus concret. Deuxième théorie,
on est dans l'ambivalence. L'ambivalence, c'est d'avoir deux parties en soi qui se battent. Il y en a une qui dit, moi, je veux rester en vie, moi, j'ai des raisons de vivre, puis il y en a une qui se dit, je veux arrêter de souffrir, j'en peux plus, puis ça m'arrive de penser au suicide. Fait qu'on aura compris que la partie qui veut vivre, c'est la lumière qui est représentée dans l'image, puis la partie qui pense au suicide, c'est l'ombre. Fait que ça, c'est pas égal, parce que quand ils se battent, ces parties-là, il y en a une qui prend le dessus pendant un bout, puis il y en a une autre qui prend l'autre dessus un autre bout. Fait que ça, c'est pas égal, et ça, cette ambivalence-là, c'est déstabilisant pour des proches, pour les gens qui sont autour de ces personnes-là. Ils se disent, crime, on dirait, tu sais, hier, il allait vraiment pas bien. Aujourd'hui, il va mieux. Il doit manipuler en me parlant de suicide. Fait qu'on a des fois ce sentiment-là d'être manipulé, puis de pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est de comprendre que ça change dans le temps. Fait que je vous le montre ici, hein. Alors, on a fait des lignes pour démontrer un peu ça. Une journée, je vais bien, fait que, mais mes problèmes ne sont pas partis, tu sais. Je suis en train de vivre une séparation, je vais perdre ma maison, mes finances sont bouleversées par ça. Ben, oui, mon problème est là, puis oui, ma source de détresse est là, mais je peux vivre une belle journée malgré ça. Puis une autre journée, ben, je rencontre la médiatrice, j'ai de la difficulté à mettre les choses en place, je vois ce qui va arriver. Ben, la partie qui est en détresse prend plus de place. Ce qu'il faut surtout retenir, OK, c'est l'importance de la partie qui veut vivre. Elle est toujours là, même dans les moments où la partie qui veut arrêter de souffrir, elle fait vraiment partie beaucoup de la personne. Puis le petit rond ici que j'ai souligné, tu sais, c'est pour vous le montrer, là. Même quand on est au bout du bout, là, ben on arrive dans le petit bout où il y en a encore de l'espoir puis des raisons de vivre. Puis ça, là, ça s'explique par une des choses qui démontre ça, c'est les personnes qui font des tentatives de suicide et qui font appel à l'aide par eux-mêmes. Fait que savoir que à travers ces personnes-là qui sont prêts là, à faire une tentative, ben il va y avoir quand même un appel à l'aide de fait pour pouvoir venir se sauver puis continuer à faire grandir la raison de vivre. Puis ça, vous allez voir, un peu plus tard, je vous parle des raisons de vivre puis de comment on peut faire vivre ça, cette belle lumière-là. Donc, ici, c'était ma première partie qui explique un peu. On se met dans le mending on a de la détresse, on a de la difficulté à demander de l'aide. Tout ça, c'est pas stable. Il y a une bataille en dedans de nous. Maintenant, quand on est un proche, quand on vit autour d'une personne en détresse, qu'on est un collègue proche, qu'on est un gestionnaire proche, qu'on est un parent qui s'inquiète pour son enfant, ben il y a des façons de repérer les personnes qui sont plus vulnérables au suicide. Puis, ces façons-là, faut quand même y mettre de la nuance. Parce que peut-être parmi vous, là, il y a certaines personnes qui sont des personnes qui sont endeuillées suite à un suicide. Fait que c'est important de mettre une nuance de ça, de dire, ben oui, c'est faisable, mais c'est pas facile. Puis pourquoi c'est pas facile? Deux choses importantes dans ça. Le suicide, c'est un phénomène qui est complexe et qui est multifactoriel. Fait que ces deux choses-là, je vous demande de les retenir parce que je vais vous les répéter encore. Complexe et multifactoriel. Il y a, tu sais, moi, ça m'arrive de faire des kiosques, de rencontrer des gens, puis d'entendre des gens me parler de suicide, puis j'entends donc des croyances qui sont véhiculées, qui sont bien présentes, puis des fois, ben, on se questionne, on essaie d'aller voir, est-ce que ça, c'est vrai, tu sais? Puis il y a quelque chose qui se dit souvent, c'est la personne qui est décidée à mourir, ben, elle va le faire, puis elle va pas nous laisser le signe, elle va pas nous le dire. En fait, ça, quand on étudie les cheminements des personnes qui sont décédées par suicide, dans la très grande majorité du temps, il va y avoir eu des signes. Pourquoi on les a pas vus, ces signes-là? Parce que c'est complexe, puis parce que c'est multifactoriel. Ces signes-là, peut-être que vous les avez tous déjà eus, mais que vous avez
jamais penser au suicide, tu sais. C'est ce qu'on va voir, on va mettre beaucoup de nuances à travers ça. Puis, donc, on se parle d'un casse-tête. Je vous donne cette image-là pour mieux comprendre comment c'est complexe. Imaginons qu'une personne pense au suicide. Dans sa tête, dans ses pensées, cette personne-là, elle a un casse-tête. Elle est chanceuse. Elle a le casse-tête, elle a la boîte, elle a l'image. Elle sait ce qui est là. Elle le sait au complet parce qu'elle a le dessin, elle. Puis comment qu'elle fait pour parler de la détresse, qui est son casse-tête, aux proches autour d'elle? Elle va distribuer des morceaux de casse-tête à travers ses proches. Puis elle va pas le faire égal avec tout le monde. Puis elle va pas donner le casse-tête au complet à personne. Fait que ce qu'elle fait, c'est que elle parle à sa meilleure amie, c'est tout sur elle, elle comprend, c'est quoi la situation. Ben, cette personne-là, elle va recevoir 3 morceaux de casse-tête. Fait qu'elle va savoir que sur le dessin, il y a peut-être des feuilles, des arbres, de la nature. Elle va se douter un peu de ce qu'il y a, mais elle ne le verra pas au complet. Elle va avoir une collègue de travail avec qui elle parle. Tu sais, il rit, là, c'est plus, tu sais, on se divertit sur l'heure du dîner ensemble, mais une fois de temps en temps, on se dit ce qu'on se vit, ce qu'on vit, puis on se confie à l'autre. Fait que cette collègue-là, elle va lui donner un morceau de casse-tête. Sa mère, qu'elle aime beaucoup, de qui elle est proche, mais elle a donc bien peur qu'elle s'inquiète pour elle, elle va pas lui en donner de morceau de casse-tête. Fait que ces morceaux de casse-tête-là, distribués à travers les connaissances, ben, ça fait en sorte que ben, on a une idée, on a une image, que la personne souffre, mais on n'a pas l'image au complet. Malheureusement, après un décès par suicide, on n'aura jamais l'image au complet. T'sais. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que les personnes qui entourent cette personne-là se réunissent après le décès, puis se disent, ah, moi j'avais ce morceau-là, toi t'avais lui, puis ils mettent ça ensemble. Puis ils se disent comment ça qu'on l'a pas vu venir? Ben parce que c'est complexe et multifactoriel. Fait que c'est important. Ce qu'on souhaite, ça ne sert pas à rien là, de repérer. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est vous présenter comment qu'on peut allumer un petit peu plus vite nos lumières, puis comment qu'on peut aller plus rapidement vers une personne qui serait en détresse. Donc, je vous présente un peu un grand entonnoir. On va le voir comme ça. Le haut de l'entonnoir, ça va être les clientèles qui sont vulnérables au suicide. On va se parler un petit peu de ça, voir, et peut-être que dans ces moments-là, on allume plus vite nos lumières. Après ça, ben, on diminue l'entonnoir, on va se parler des signes qui sont possibles lorsqu'une personne pense au suicide. Puis, on va diminuer encore l'entonnoir, puis on va se parler des moments critiques. Je vais vous expliquer un peu plus tard aussi qu'est-ce que c'est un moment critique. Fait un coup qu'on a passé dans l'entonnoir, là, on peut quand même bien repérer une personne qui pense au suicide ou qui vivrait une détresse importante. On commence. On va se parler des personnes qui sont plus vulnérables. Puis quand je vous dis que je mets de la nuance, j'en mets déjà là. C'est pas parce qu'on a un trouble de santé mentale ou un trouble de dépendance qu'on va décéder par suicide. C'est loin de la majorité de ces personnes-là qui vont décéder par suicide. Fait qu'il ne faut pas toutes les mettre dans la même catégorie. Par contre, ils sont vraiment surreprésentés dans les statistiques. Fait que je trouve ça vraiment important de quand même dire que dans 90% des décès par suicide, les personnes avaient un trouble de santé mentale et ou de dépendance, parce qu'un trouble de dépendance, c'est un trouble de santé mentale. Fait que ça, c'est quand même très important. C'est des personnes qui peuvent souffrir. Puis, on va aller un petit peu plus loin tout à l'heure là, dans ça aussi. Les personnes qui souffrent les personnes qui ont déjà fait une tentative ont plus de chances d'en refaire. Puis les hommes en situation de vulnérabilité, ça aussi, dans les moments critiques, on va s'en reparler. Dans les statistiques liées au suicide, les hommes sont malheureusement vraiment surreprésentés. On parle de 80% des décès par suicide qui sont des hommes. Fait que c'est quand même à tenir en compte. Ça ne veut pas dire que les femmes souffrent pas. Les femmes sont surreprésentées dans leur situation pour les tentatives de suicide. Beaucoup de tentatives de suicide, malheureusement, chez nos femmes. Donc,
On continue dans notre entonnoir. On était dans le haut. Là, on commence à se dire, OK, parfait, ben, c'est quoi les signes, c'est quoi les choses que je peux observer concrètement chez quelqu'un qui vivrait de la détresse et à qui ça pourrait arriver finalement de penser au suicide. Je vais les ai sortis, on ne va pas les voir nécessairement de façon détaillée, mais on les a par catégorie. Je vais en souligner quelques-uns que je trouve importants. Les messages directs et indirects. Tu sais, quelqu'un qui dit, ben, je pense au suicide, je suis tabou, ben, c'est assez direct, puis je pense que d'ouvrir une conversation avec cette personne-là, ça vaudra la peine. Euh, une personne qui laisse des fois des messages indirects. Je faisais des sensibilisations dans un milieu où c'était des usines, puis le gars qui travaille dans l'usine, il a dit un jour, ben, moi, je finis ma semaine, mais après ça, vous ne m'en reverrez plus. C'est un message indirect, là, dans le sens où, ben, qu'est-ce qui va se passer en fin de semaine pour qu'on ne te revoie plus? Tu sais, il faut aller questionner ça un peu. Des fois, c'est très sous-entendu, mais il y a quand même des choses qui allument en nous et qui font qu'on a un inconfort autour de ça. Les indices émotionnels, hein, on le sait, pleurs, colère, anxiété, ça fait pleinement partie des indices émotionnels qu'on a l'habitude d'entendre autour du suicide. La colère, l'impulsivité, l'irritabilité, ça, on l'entend moins, mais je le trouve vraiment important parce que face à la colère, souvent, on se bloque, hein, puis on ne va pas vers la personne, on se dit, je vais la laisser dépomper. Mais je trouve vraiment important de revenir avec ça, de dire, ben, en arrière de cette colère-là qui s'exprime, ben, il y a peut-être de la souffrance chez cette personne-là, fait que ça vaudra vraiment la peine d'aller peut-être explorer, là. Les indices de comportement. Euh, En gros, là, changement de comportement. Quelqu'un qui fait des affaires qu'il n'a pas d'habitude de faire. Ton collègue de travail arrive le matin, d'habitude, il fait le tour du bureau, il dit Hey, salut, comment ça va? Puis, tu sais, il est vraiment enjoué puis content de voir les gens. Puis là, ce matin-là, il arrive, il a sa capuche sur la tête, il met des écouteurs, ne veut pas parler à personne, il s'isole sur l'heure du dîner. Ça, c'est des changements de comportement, des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir la personne faire, mais ça présente quand même une certaine détresse. Au travail, vous avez l'occasion d'interagir avec des collègues, des fois de travailler en équipe avec ces collègues-là, ben, vous pouvez peut-être observer d'autres signes, hein, des difficultés de concentration, quelqu'un qui d'habitude est capable, tu sais, de se concentrer mieux. Même que la détresse, ça vient affecter cognitivement dans le langage. Tu sais, quelqu'un a de la misère à finir ses phrases ou, tu sais, des fois quand on est fatigué aussi, ça nous fait ça, on a de la misère à trouver nos mots. Mais ça peut être aussi un signe de détresse. L'absence de motivation, puis les pertes de mémoire, mais tu sais, ça vient aussi avec comme la concentration. Donc, quelqu'un qui vient moins efficace au travail parce que sa détresse prend beaucoup de place. On peut observer aussi plus d'absentéisme. Des gens qui ont l'habitude de travailler la caméra ouverte, ben, vont fermer leur caméra puis plus vouloir l'ouvrir. OK, ben, qu'est-ce qui se passe? Un collègue qui se met tout le temps en conflit avec des clients, avec d'autres collègues, plus facilement, tu sais, il est à fleur de peau. Puis une diminution de la performance, bien évidemment, en lien avec le cognitif. Fait que là, je vous ai tout nommé ça, là, mais on va se dire un peu de nuance encore. On a toutes probablement vécu des choses qui se retrouvent dans ce tableau-là, OK? Fait que c'est important de se dire que c'est pas tout le monde qui est plus absent pendant un bout, qui tombe en colère, qui pense au suicide. Mais c'est des signes, c'est des lumières qui allument, c'est des choses qui vous donnent des indices, OK? On continue dans notre entonnoir. On était dans les signes, on se retrouve dans les moments critiques. Puis là, les moments critiques, c'est là que le mot multifactoriel est vraiment important. Parce que les moments critiques, c'est des gouttes d'eau qui font déborder le vase. Fait que notre verre, il est plein, OK? Puis il arrive un événement, il arrive quelque chose, puis ça déborde. C'est pas tout le monde qui va vivre une séparation, qui va penser au suicide. C'est pas tout le monde qui va perdre beaucoup d'argent qui va penser au suicide. Puis c'est pas, tu sais, il y a des gens qui vont vivre, par exemple, de l'intimidation. Souvent, c'est relié à ça, les moments critiques. Tu sais, quand on l'annonce dans les médias, vivait de l'intimidation, elle est décédée par suicide. Ben là, c'est de se dire,
ben, il y avait aussi, tu sais, peut-être le soutien qu'elle n'avait pas autour d'elle. Et, tu sais, il y a autre chose, il y a beaucoup de choses qui entourent ces parcours-là. Donc, je vous en parle pour être vigilant autour des personnes qui vivent ces moments-là, allumer plus vite nos lumières quand on observe des signes chez eux, tu sais. Une perte significative. Et là, une perte significative, perte d'emploi, perte de relations amoureuses, perte de garde d'enfants, une perte qui pour toi est significative, perte d'un animal. C'est important, ça, dans le parcours d'une personne, l'attachement affectif qu'on a envers les animaux. Fait que ça peut être quelque chose de vraiment à regarder. Un échec qui touche les raisons vives. Tu sais, quelqu'un qui s'identifie beaucoup dans son travail, puis qui finalement se fait enlever son poste est coupé, ben, ça peut être quelque chose sur lequel on va être plus prudent avec cette personne-là sur ce qu'elle vit en ce moment. Les traumatismes, OK, ici on met en parenthèse agression sexuelle, mais un traumatisme, c'est la perception d'une personne d'un événement. Fait que pour une personne, par exemple, il arrive un vol dans sa maison, un cambriolage, ben, pour une personne, ça va être, ben, c'est correct, je vais appeler mon assurance. Puis pour d'autres, ça va être un traumatisme important de s'être fait, que quelqu'un soit entré dans son chez-soi et, tu sais, être pris des choses dans son intimité. Fait que ça, pour ça, ben, c'est important de rester à l'affût de comment les personnes vivent certains événements dans la vie. Et les problèmes disciplinaires, ben, on peut parler au travail, à l'école, si vous avez des enfants. Fait que ça, c'est d'être à l'affût aussi de ces grands moments-là qui sont plus généraux. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la présentation, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale et de dépendance sont particulièrement représentées, malheureusement, dans nos statistiques. Fait que j'ai quand même sorti des moments critiques où ces personnes-là pourraient vivre un peu plus de souffrance puis pourraient avoir besoin plus rapidement d'aide. Fait que une perte brusque et significative d'argent quand on parle de quelqu'un qui s'en va consommer, il y a de la consommation qui coûte très cher, puis qui consomme beaucoup sur plusieurs jours, peut se retrouver avec avoir perdu énormément d'argent, sans parler des gens qui peuvent être dépendants au jeu et perdre rapidement aussi beaucoup d'argent. Sortie d'hébergement, celle-là, il me tient à cœur parce que, bon, je vous l'ai dit, dans mon passé, j'ai fait partie du parcours de plusieurs personnes qui ont fait un parcours en thérapie pour la dépendance. Si vous avez dans vos proches, dans vos collègues de travail, des gens qui vont en thérapie, vous allez le voir, ils ont hâte de sortir. Ils comptent les jours, ils ne peuvent plus, là, tu sais. Ils sont fiers d'être en thérapie, mais sont contents aussi de sortir. C'est tellement important, la réinsertion sociale. Ça fait un changement dans le parcours de ces gens-là. Je vous invite réellement à les encourager et à les soutenir autour de ça. Parce que quand tu vas en thérapie, tu laisses une vie qui est dans le chaos. Tu ne vas pas en thérapie pour rien. Tu vas en thérapie, tu te fais organiser pendant 28 jours, 6 mois, 3 mois, dépendamment. Tu te fais dire à quelle heure tu te couches, à quelle heure tu te lèves, qu'est-ce que tu manges, quand. Puis là, tu te retrouves à sortir de là puis à retourner dans ta vie dans le chaos. Il faut que tu refasses de l'ordre là-dedans. C'est vraiment difficile. Fait que ce que je vous dirais, c'est soyez à l'affût de ça, encouragez-les vers la réinsertion. Puis si toutefois, ben, c'est pas le cas, ou même si c'est le cas, soyez proche de ces gens-là. Des rechutes, des annonces de diagnostic. Une annonce de diagnostic en santé mentale, hein, ça peut être quelque chose qui est vécu comme quelque chose de gros. Puis quand on prend des médicaments, surtout les premiers mois d'antidépresseurs, il y a un débalancement qui se fait. Puis tu sais, des fois, c'est long avant de trouver la bonne molécule. Ça prend un certain temps avant d'ajuster le dosage. Fait que tout ça, ça a des impacts importants. Ça peut vraiment fragiliser une personne qui vit déjà de la détresse, tu sais, si elle commence à prendre ce genre de médicaments-là. Fait que soyez à l'affût, ou si jamais ça vous arrive à vous, ben, soyez à l'affût de vos signes, puis demandez de l'aide si jamais ça va pas. Donc, je vais en sortir un troisième liste de moments, parce que je vous l'ai dit aussi, nos hommes hein, sont malheureusement surreprésentés dans nos décès par... Ah, excusez, je suis allée trop vite. Dans nos décès par suicide. Fait que nos hommes, tout ce qui est honteux, tout ce
puis perte d'emploi, hein, rupture amoureuse, un homme qui se fait tromper, un homme qui se sépare, qui perd sa maison, la garde de ses enfants, ça peut être vraiment quelque chose de significatif puis de perturbant. Puis des situations de violence conjugale, fait que, tu sais, dans tous les cas, c'est extrêmement souffrant. Une personne qui vit la violence conjugale, il y a beaucoup d'hommes qui en vivent. La personne qui l'a fait, c'est très souffrant aussi pour elle, tu sais. Puis, il y a beaucoup de dynamiques de violence conjugale. Des personnes qui vivent en couple qui s'en font mutuellement aussi. Fait que c'est de pas juger, puis d'amener ces personnes-là vers de l'aide qui est appropriée pour eux. Il y a plusieurs ressources qui pourront vous être référées autour de ça. Fait que voilà nos gouttes d'eau qui font déborder le vase. Les clientèles, les signes, les moments critiques, on est plus capable d'allumer les lumières, de voir un peu ce qui se passe. Ben, à ce moment-là, on arrive dans le moment où on va vouloir aborder la question du suicide. Euh, il y a beaucoup de gens, quand je rencontre, je vous disais tout à l'heure dans les, euh, dans les kiosques que je fais, quand je rencontre des gens qui me parlent de ça, qui me disent, si j'en parle, ben, la personne, peut-être qu'elle y pensait pas, puis que là, elle va se mettre à y penser. Je vais semer une graine. En fait, ça, c'est prouvé que c'est faux. Il y a deux choses qui peuvent se passer quand vous parlez de suicide avec quelqu'un. Puis on va se parler de comment, on va essayer de vous mettre en confiance, on va vous donner les outils dans les prochaines diapos. Deux choses qui peuvent se passer. On se souvient, hein, la personne dans sa tête, elle se dit, je ne vaux pas grand-chose. Je suis au bout du rouleau, il n'y a plus d'espoir pour l'avenir, puis je dérange les gens si je leur demande de l'aide. Fait que c'est très difficile de demander de l'aide. Fait que si vous allez vers elle, puis vous lui dites, hey, je remarque que tu souffres énormément avec ce que tu vis en ce moment, est-ce que des fois, ça t'arrive de penser au suicide, tu m'inquiètes? Bien, la personne, elle va sentir qu'elle a peut-être un moment où elle se sent écoutée, où elle a de l'espace de parler de ce qu'elle vit, puis qu'elle se sent respectée, puis qu'elle peut se sentir en confiance. Ça fait toute la différence. Fait que ça, c'est dans le pire des cas, si la personne finalement pense au suicide. Dans le meilleur des cas, là, vous allez vous être trompé, puis la personne, elle va pas penser au suicide, elle va vivre un moment dur dans sa vie. Puis ça aussi, là, elle va juste voir que vous vous inquiétez pour elle, puis que vous tenez à elle. Fait que dans tous les cas, on pense que c'est vraiment important d'aller vers les personnes dont on voit la souffrance. Parce qu'aussi, on remarque que vous êtes pas mal bon, tout le monde, on est tous pas mal bons pour voir. Le repérage, là, c'est pas difficile. L'aborder, c'est-à-dire de prendre un moment puis d'aller le faire avec confiance, ça, c'est plus difficile. Fait que ça va être ça mon objectif. Ça va être de vous rendre un petit peu plus confiant là-dessus. Fait que je commence ça avec une vidéo. J'espère juste que je pense que j'ai bien partagé mon son. Ouais, parfait. Fait que je commence avec un petit vidéo, ça dure quelques secondes. Je vous donne un exemple de ce qui peut se passer. Ça va-tu, man? Tu peux m'en parler, hein? Dis-le dans tes mots. L'important, c'est d'en parler. Parler du suicide sauve des vies. Ça, c'est le message le plus important. Utilisez vos mots, utilisez votre authenticité. Je vais vous donner des bonnes pratiques. OK? On va les voir ensemble pour que vous soyez plus confiants, pour que vous sachiez ben, qu'est-ce qui peut me rendre confiant. Mais si vous ne les utilisez pas, mes pratiques, là, puis que vous allez quand même vers la personne pour lui offrir de l'aide, tu sais, vous avez vu je vais vous dire de poser la question directement, mais lui, il a dit, ça va-tu, man? Il a pas fait les consignes que je vais vous donner, mais c'est parfait. Parce que la personne à qui vous parlez, ben, elle vous connaît. Elle sait comment vous êtes dans la vie, là.
Si ta façon de poser des questions dans la vie, c'est un petit peu plus direct, si ta façon de poser des questions dans la vie, c'est plus dans la douceur, ben, à- plus que vous allez être authentique, plus que ça va être facile pour elle aussi de vous faire confiance, puis de se confier, puis de vous donner des vraies réponses. Puis aussi de savoir que vous êtes capable de parler de ce sujet-là avec elle. Fait que c'est mon message le plus important. Vous allez voir, là, ce que je m'en viens faire avec vous, c'est de vous donner des bonnes pratiques, mais on reste vraiment dans l'idée que l'important, c'est de le faire. Puis l'important, c'est d'être authentique. La première chose qu'on veut, c'est ne pas attendre. Dormez pas avec ça. OK? Dormir avec un inconfort, alors qu'on a remarqué que quelqu'un va moins bien, pas avoir eu de réponse à nos questions, essayer d'aller trouver la personne de façon one-on-one. On va être seul à seul avec elle. Puis d'être dans un endroit où c'est qui est confortable pour elle pour pouvoir se confier à vous. Nommez vos inquiétudes, OK? Nommez ce que vous avez remarqué, les signes, tu sais, les moments critiques. Je sais qu'en ce moment, tu vis une séparation. Je remarque que tu t'isoles. Tu sais, t'as pas l'air de bien aller. Tu as l'air de vivre une tristesse. Dites-lui les choses que vous remarquez. Puis là, si tu t'en souviens plus des signes puis des moments critiques, pas grave. Dis ce que tu observes. Puis si des fois, c'est juste un senti, ben c'est correct, tu sais. Je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. J'ai l'impression que tu vas pas bien, je m'inquiète. Ça peut être aussi simple que ça. Vérifiez clairement les idées suicidaires. Plus qu'on est clair, plus que la personne, elle va se dire OK, je peux y dire. Tu sais, dites les vrais mots. Parler de suicide, de se tuer, de s'enlever la vie, ce n'est pas dangereux. Bien au contraire, on pense que c'est protecteur pour la personne parce qu'elle va être capable, elle, de se confier à vous aussi avec des vrais mots. On évite des propos qui vont rendre la discussion floue avec la personne. Là, encore une fois, restez vous-même. Les idées noires. Combien de fois on l'entend, celle-là? C'est quand même régulièrement. Ben, les idées noires, c'est un terme qui est large. Ça ne veut pas nécessairement dire que la personne pense au suicide. Peut-être que la personne, ben, elle pense à lâcher sa job puis sa femme, tu sais, on ne le sait pas, là. Fait que si jamais c'est ça qui vous rend à l'aise, vous dites, ben moi, je ne suis pas à l'aise de dire le mot suicide, je vais dire idée noire. Go, OK, vas-y, clarifie un peu plus tard. Si la personne a dit oui, j'ai des idées noires, tu parles un peu avec, puis là, tu dis, ben, quand tu me disais tantôt que tu as des idées noires, tu veux-tu dire que tu penses au suicide? Tu veux-tu dire que tu penses à t'enlever la vie? Fait que plus qu'on va être clair avec elle, aussi plus qu'on va être capable de l'accompagner vers des ressources qui vont l'aider. Fait que ça, c'est comme le bout de l'entonnoir. Hein? On est allé voir la personne, on y en a parlé, la personne s'est ouverte sur la détresse qu'elle vivait, qu'elle n'ait pas des idées suicidaires. Puis maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je reste avec elle 24 heures sur 24? Non! On ne devient pas des intervenants. Il y a des services qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider, puis c'est important de les connaître. Ça aussi, c'est extrêmement préventif. Fait que je vous parle un peu de ces services-là. Il y a 3 façons de communiquer avec ces intervenants-là, parce que c'est des intervenants qui sont spécialisés en prévention du suicide. Ils travaillent toujours avec des gens qui pensent au suicide, des proches, puis des personnes endeuillées. On va le voir aussi. Fait qu'on peut appeler au 1-866-APPEL. On peut appeler au 53-53-53. Puis on peut aller sur suicide.ca. Il y a un clavardage direct. On arrive direct avec un intervenant. Quand on dit que c'est important d'appeler les intervenants, bien, pourquoi c'est important? Pas que vous n'êtes pas une bonne personne et que vous n'êtes pas aidant. Les intervenants, ils ont des outils pour sécuriser la situation. Ils savent comment intervenir, évidemment. Ils savent évaluer aussi, estimer le danger, tu sais, voir est-ce que la personne, il faut qu'on l'amène à l'urgence? Est-ce qu'on peut la laisser seule? Est-ce que quand elle parle, qu'elle a un plan, on peut retirer les choses qui font partie de son plan, tu sais? Fait que, est-ce que c'est quoi les bonnes actions à faire pour que vous vous sentiez aussi en paix avec ce que vous venez d'avoir comme discussion. Fait que c'est vraiment important de le faire. Fait que ça, comment qu'on fait ça? Choix, non choix, là.
Écoute, tu me dis que tu penses au suicide, je suis vraiment inquiète pour toi, on en parle. Tu sais, je suis pas confortable de te laisser ça dans cette situation-là. J'aimerais vraiment ça qu'on prenne le temps d'appeler ensemble vers la ligne spécialisée, juste que tu aies un premier contact avec eux, puis que tu leur parles un peu de ta situation. Fait que là, il dit non, je ne veux pas parler de ça. Ben là, tu te dis, si tu veux, moi, je peux appeler avec toi, comme ça, je pourrais leur expliquer la situation, puis on verra là ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. S'il dit, ah ben j'aimerais mieux texter, puis pas le faire avec toi, ben parfait. Vas-y, texte, puis on s'en reparle dans une heure. Couchez-vous pas avec pas le savoir que la personne est en bonne main. On dort mal dans ce temps-là, puis on est inquiet. C'est des intervenants qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis ça, j'ai souvent la question, y a-t-il de l'attente? On s'arrange pour qu'il y en ait le très, très moins possible. OK? Ça n'arrive pas qu'on se fait dire qu'il y a trop d'attente puis qu'ils raccrochent. Ça ne se pourra pas sur cette ligne-là. Ils répondent très, très rapidement. C'est confidentiel, hein? Tu t'inquiètes pour ton collègue, tu dis, ouais, mais je ne sais pas là, s'il faudrait que je pose la question ou pas. Parce que ça se peut que tu te dises, ben, je m'inquiète pour mon collègue, j'en marque des signes, je ne suis pas game d'aller lui demander la question. Ben, dans ce temps-là, appelle, clavarde, texte pour savoir qu'est-ce que tu as à faire. Tu sais. C'est quoi les raisons que tu as de t'inquiéter, comment tu peux valider ça avec un intervenant. Fait que ça, comme je vous dis, c'est bon pour les personnes qui vivent de la détresse, qui veulent de l'aide. C'est bon pour les proches. C'est bon pour les professionnels. Hein? Tu sais, moi, quand j'étais professionnelle, quand j'étais une intervenante spécialisée en dépendance, là, j'avais des bons outils pour la prévention du suicide, mais des fois, j'avais besoin de consulter un spécialiste, j'appelais là-bas. Puis, les personnes endeuillées suite à un suicide, bien, ces personnes-là, ils peuvent aussi contacter les intervenants qui sont spécialisés et qui peuvent leur offrir des ressources. Puis si la personne, là, elle veut vraiment pas appeler, là, ben, je vous conseille vraiment de vous appeler, juste pour vous sécuriser sur ce que vous venez d'avoir comme discussion avec cette personne-là. Même si, des fois, elle vous dit, je pense pas au suicide, non, je vais être correct, là. Ben, tu restes avec le crunch, là, de, ah ouais, mais il me semble que, elle me le dit pas, là, mais j'ai l'impression que ça va vraiment pas. Fait qu'appelez pour vous rassurer, OK? Mon message, appelez, restez vous-même. OK, on arrive dans une partie qui est le fun et très enthousiasmante pour moi. C'est tous les outils qu'on a. Je trouve ça tellement important de les faire connaître, de vous montrer ce qui existe pour que vous preniez soin de vous, mais que vous puissiez aussi peut-être avoir le goût de collaborer avec nous sur comment bâtir un Québec sans suicide. Fait qu'il y a différentes choses que je vais vous proposer dans les prochaines minutes. La première chose, c'est que je vous montre un petit vidéo. Donc, ça dure quelques secondes encore, puis on va en reparler dans quelques minutes. Je peux-tu te parler de quoi? Excusez. 7 different websites before booking a hotel. BMO Harris. Let's check it out. I totally get that. Tropical vacation makes it up your money grow fast. Je peux-tu te parler de quoi? Je sais pas trop comment... Avec Marie-Ève qui est partie, puis la job, là, ça va pas super bien. Je pense que j'ai besoin d'aide. Je résume parce que des fois, ça va vite, ces annonces-là. En fait, ce qu'on montre dans cette annonce-là, c'est de se dire, ben, dans le pire contexte de publicité, tu sais, les débuts des vidéos YouTube,
tu veux écouter ta recette de muffins, là, puis là, tu as une pub de char, tu veux juste peser sur ignorer le plus vite possible après les 5 secondes. Dans ce cas-là, statistiquement, là, en moyenne, dans toutes les pubs sur YouTube, on parle qu'il y a à peu près 35% seulement qui écoutent plus que 5 secondes de la vidéo, OK, de la pub qu'il y a. Dans le cas de ce que vous venez de voir, je peux-tu te parler de quoi? Quelqu'un qui demande de l'aide, puis qui a l'air de pas super bien aller, là. Il y a plus que 50% des personnes qui ont écouté cette pub-là au complet. Ce que je veux apporter là-dedans, là, c'est de se dire que quand on demande de l'aide, il y a quelqu'un qui est prêt à nous écouter. Si jamais ça ne va pas pour vous, c'est important d'aller faire cette demande-là. On sait que c'est pas facile quand on vit de la détresse, quand c'est déformé un peu dans notre réalité, mais d'aller chercher de l'aide, mais ça vaut la peine de le faire, vous en valez la peine. On continue avec mes outils de demander de l'aide. Vous avez un programme d'aide aux employés, un service confidentiel et volontaire qui s'applique dans plusieurs situations. Donc, vous, j'espère, le connaissez déjà, mais des fois, on fait des rappels quand on est dans des organisations en disant, vous avez de l'aide aussi à l'interne, dépendamment de ce que vous êtes en train de vivre. Il y a plusieurs professionnels qui peuvent vous soutenir à travers ce programme-là. Puis, tu sais, des fois, on vit une séparation, on a besoin, oui, d'un suivi, tu sais, avec un psychologue pour ce qui est émotif, mais peut-être qu'on vit des choses aussi financièrement dans cette situation-là. Fait qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont disponibles pour vous à travers cette ressource-là. Puis, vous y avez accès là, sur le courriel que j'ai laissé ici ou au numéro de téléphone que j'ai affiché aussi à l'écran. On continue avec des outils. Là, le prochain, là, c'est celle-là que j'attire votre attention. Si vous avez une affaire à retenir dans tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, bon, de comprendre que c'est important de parler de suicide puis que c'est préventif, mais suicide.ca. Un mot, là, suicide.ca. C'est l'affaire la plus importante dans toute ma conférence. Pourquoi? Parce qu'il y a tout. Il y a tout ce que j'ai dit là-dessus. Il y a toutes les ressources d'aide. Fait que, tu sais, des fois, on est là, 1-866 appel, 2P, 2L, on ne sait plus. On le sait, c'est mêlant. Fait que là, c'est facile. Ici, suicide.ca, tu arrives sur cette page-là. Sur cette page-là, il y a un texto, le 535353. On clique sur l'image clavardée, vous arrivez dans une discussion avec un intervenant. Le 1-866 appel. Puis, il y a aussi beaucoup d'informations, plus sur le volet psycho-éducatif. Fait que dans Je pense au suicide, je m'inquiète pour un proche, je suis une personne endeuillée suite à un suicide. Bien, ça, quand on clique là-dessus, on a des outils, on a des textes qui nous expliquent des choses, qui normalisent des choses qu'on peut vivre aussi comme proche, comme personne endeuillée, comme personne qui vit de la détresse. Puis ça, bien, ça peut être vraiment rassurant de voir ça. Fait que suicide.ca, vous avez tout là-dessus. C'est vraiment important. Fait qu'on continue avec mes outils. Je vous présente des outils. Il y en a un qui s'appelle Mes outils. C'est lancé demain. C'est une grande primaire, mais vous avez accès quand même si vous allez sur le lien. C'est des outils d'autogestion en santé mentale. Ça n'existe pas beaucoup, mais c'est vraiment intéressant ce qu'on a monté. Ils sont super beaux, ils sont 999 là. Il y a là-dessus, entre autres, si certains d'entre vous connaissez la cohérence cardiaque, quand vous cliquez sur exercice de respiration, on n'a pas besoin de rien savoir. C'est une petite ligne qui se dessine, puis une petite ligne qui s'efface. Fait qu'on inspire quand ça se dessine, on expire quand ça s'efface. Puis en faisant ça 5 minutes, là, il y a vraiment beaucoup de bienfaits. C'est beaucoup, beaucoup documenté. Puis ça peut vous soutenir là, dans une gestion pour avoir plus de concentration quotidiennement. C'est vraiment un outil intéressant. Des petites citations positives, c'est ça, il y a ça tous les jours aussi. Un plan de sécurité qui vous permet de faire un peu une cartographie de c'est quoi les ressources d'aide que vous avez, c'est qui les amis que vous pouvez appeler quand vous n'allez pas bien, c'est quoi le numéro de mon PAE si jamais je ne vais pas bien, c'est quoi déjà ça s'appelle 2P2L, puis aussi, c'est quoi mes signes à moi?
On a tous des signes caractéristiques quand on commence à aller moins bien. Moi, je sais, mon sommeil est affecté, je vais plus me gratter au visage, jouer avec mes doigts, il y en a qui se rongent les ongles. Fait que ça dépend vraiment des personnes, mais de savoir les détecter, c'est vraiment aussi préventif. Il y a l'auto-évaluation aussi. C'est 10 questions, pas facile à répondre. Tu vas pas bien en ce moment, ben va répondre aux 10 questions. Ça va te donner des conseils pour aller mieux. Puis aussi, ces réponses-là, ben, tu peux les amener à ton professionnel de la santé parce qu'ils vont être envoyés par courriel. Tu t'en vas voir ton médecin, tu amènes ces 10 questions-là. On ne sait pas des fois comment dire qu'on va pas bien, tu sais. Mais en amenant ça, ça facilite vraiment la communication avec certains professionnels. Fait que mes outils, vraiment, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil là-dessus. Bon, là, je m'enflamme vraiment avec le balado. Le balado, il est vraiment, vraiment le fun, facile à écouter. C'est des gens, en fait, c'est animé par Jonathan Roberge, qui est notre porte-parole. Puis c'est des gens, dans le fond, qui sont connus normalement un peu publiquement, puis qui ont eu un vécu par rapport au suicide, qui sont endeuillés, qui ont déjà pensé au suicide. Puis ils vont pas, tu sais, ils vont, oui, vous parler de la détresse dans laquelle ils ont vécu, mais aussi et surtout de c'est quoi les moyens qu'ils ont pris pour aller mieux. Ça a été quoi pour eux, la résilience? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont mieux été? Fait que c'est pas des conversations plates, c'est pas lourd, c'est facile à écouter. Tu mets ça dans ton char, puis tu continues à contribuer à prévenir le suicide pour toi, puis pour les gens autour, parce que tu es plus en confiance avec ce sujet-là. Et bon, il m'en reste un ou deux, là. Un jeu, je le dis, qui s'appelle l'essence de ta vie. Hein? Là, je vous ai dit tantôt, je vais vous parler de la partie lumineuse. Ça, c'est la partie lumineuse. OK? C'est un lanceur de discussion. Un lanceur de discussion, c'est des cartes sur lesquelles il y a des questions très courtes. Fait qu'on est en gang d'amis, de collègues. Moi, je fais ça avec mes filles ados sur l'heure du souper. On pige une question. Fait que décris-moi un lieu qui te fait du bien puis qui te fait sentir bien. Fait que ça, là, je suis obligée d'y penser. OK, moi, une plage, j'aime ça aller marcher sur le bord du lac à côté de chez nous. J'aime vraiment ça, ça me fait du bien, ça me ressent, ça me ressource être dans la nature. Fait que là, j'ancre en moi un moyen de faire vivre la partie qui veut vivre, la partie lumineuse. Je sais que je vais moins bien. Ah, c'est vrai, je prends conscience de ça. Fait en plus, ben, ça permet aux gens autour de toi de mieux te connaître, ça te permet de connaître mieux les gens autour. C'est vraiment intéressant. J'ai du monde qui, j'avais une organisation hier avec qui je faisais une présentation. Ils ont fait un 5 à 7 avec ça. Début de réunion d'équipe avec ça. C'est pas des questions, tu sais, très profondes. Puis, tu sais, si tu n'es pas à l'aise à répondre à quelque chose, tu peux changer de carte. C'est vraiment super simple. Le lien est partagé dans le clavardage. Fait que voilà. Et la swan, OK? Juste une petite dernière avant mes questions. Le manifeste pour un Québec sans suicide. Si ça vous tente avec moi de faire un pas de plus pour qu'on puisse grandir ensemble dans un Québec sans suicide, ben, on a un manifeste. OK? Vous pouvez vous engager à faire des choses qui, après la présentation d'aujourd'hui, devraient être quand même faciles pour vous. Connaître les ressources, suicide.ca. Être attentif pour vous, pour vos signes, puis pour les gens autour de vous. Je suis sûre que vous êtes déjà bon là-dedans, le repérage, je vous l'ai dit. Puis, je m'engage à aller chercher de l'aide si je m'inquiète pour moi ou pour un proche. On fait ces 3 engagements-là. On signe le manifeste, puis on s'engage envers nous-mêmes à bâtir ensemble un Québec sans suicide. Fait que voilà ce que j'avais à vous présenter comme outil concret. Je sais que ça fait beaucoup, on parle de beaucoup de choses. Je vous l'ai dit, ce que je veux vous retenir beaucoup aujourd'hui avec moi, c'est suicide.ca. Puis, soyez vous-même, ayez confiance en vous.